10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo donc review sur le dernier Royal Rumble qui vient de se tenir, donc il y a maintenant 2 jours de cela. J'ai pu finalement voir le pay-per-view en direct. Ça a été difficile le lendemain matin au travail, mais bon, je ne pouvais pas tenir une semaine, donc du coup j'ai préféré le voir en direct, ce qui me permet de vous faire une review beaucoup plus tôt que prévu. Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et faire une review assez détaillée et précise de ce qui s'est passé. On commence tout de suite avec le match, donc les matchs du pré-show. Donc il y avait d'abord un 3 contre 3 féminin. Donc on avait la team face, on le rappelle, il y avait Becky Lynch, il y avait Naomi et Nikki Bella, contre la team heel composée d'Alexa Bliss, la championne SmackDown, Natalya et Mickie James, qui faisait donc son grand retour en pay-per-view à la WWE. Le match a été quand même plutôt long, je pensais que ça serait un peu plus court que ça, et un match plutôt équilibré aussi, que c'était pas si mauvais que ça. Becky Lynch, j'ai constaté qu'elle avait quand même été longtemps malmenée par les heels, mais comme j'avais pu le dire dans ma vidéo pronostic, finalement c'est bien la team face qui s'est imposée, donc avec Naomi. Je l'avais dit également, c'était exactement ce qui s'est passé et que j'avais dit, c'est-à-dire que c'est Naomi qui a fait le tombé final sur Alexa Bliss. Je l'avais dit parce que je trouvais que c'était logique, puisqu'il y avait un début de rivalité qui a été installé dans le dernier SmackDown entre Alexa Bliss et Naomi. Pour le moment, Alexa Bliss n'avait donc pas de number one contender face à elle, donc j'ai trouvé que c'était logique que Naomi officialise cela en couvrant Alexa Bliss durant ce match. Donc pour moi c'était exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant on le sait que du coup Naomi sera à 99% sera la prochaine postulante, prochaine challengeuse numéro 1 donc, au titre d'Alexa Bliss, donc probablement à l'Elimination Chamber, puisqu'il a déjà lieu dans 2 semaines, donc il fallait déjà forcément aller très vite et trouver une challengeuse. Donc c'est chose faite maintenant, il n'y a plus qu'à officialiser ça probablement demain à SmackDown, enfin ce soir. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Le match a été correct mais sans plus, c'était pas, c'était un match de pré-show à 3 contre 3 féminin, fallait pas s'attendre à grand chose. Et ils ont fait ce qu'il fallait avec donc ce split-legged moonsault, son finish, elle s'est imposée, et donc un match que je noterais à dire à 6 sur 10, un match correct, mais voilà, rien de supplémentaire à dire là-dessus. On passe tout de suite au deuxième match du pré-show, un match tag team, match de championnat entre Cesaro, Sheamus, les champions, et The Club, Karl Anderson et Luke Gallows, avec une stipulation particulière, puisque il y avait 2 arbitres spéciaux, enfin 2 arbitres assignés à ce match pour éviter toute contestation suite aux précédents et aux récents événements. On a eu déjà un match qui a démarré, on va dire tambour battant, avec un Cesaro qui nous a fait des enchaînements dropkick plus gut trench powerbomb directement, donc il est vraiment parti vraiment très vite, il a fait tout de suite un tombé d'ailleurs, et on a eu ensuite des changements très rapides de la part de l'équipe Cesaro Sheamus. Ensuite, petit à petit, ça s'est équilibré. Sheamus, après, une fois que la coupure pub était passée, Sheamus a eu un hot tag et s'en est tout de suite pris à Luke Gallows, notamment avec ses fameux coups de tambour là, accompagnés évidemment par les 10 counts du public. Cesaro ensuite esquive une attaque de Karl Anderson, mais Sheamus malheureusement prend tout à la place, donc on continue de teaser là la maladresse, en tout cas la mésentente entre les deux membres de l'équipe, et on en fait toujours une équipe un peu dysfonctionnelle. Donc ça continue là avec ce coup malencontreux de cette esquive
d'Anderson, et Sheamus donc qui prend tout à la place. Cesaro ensuite continue sur Anderson, mais les near falls s'enchaînent durant le match. On peut se dire aussi qu'il y avait une belle prestation entre Cesaro et Anderson. J'ai bien aimé l'alchimie entre les deux. Ensuite on a vu une tentative de Magic Killer, mais Sheamus est tout de suite intervenu, et c'est là qu'il y a aussi un autre moment phare du match, c'est-à-dire un bump d'arbitre, c'est-à-dire que du coup tentative de Brogue Kick de la part de Sheamus, mais c'est l'arbitre qui prend tout. Du coup il y a un arbitre en moins dans le match, donc on s'est retrouvé finalement avec un match traditionnel avec un seul arbitre. Ensuite on voit Cesaro qui tente un Cesaro swing sur Anderson. Ensuite il enchaîne avec un sharpshooter sur Anderson, mais Gallows arrive avec un coup de pied pour dégager Anderson, et Sheamus ensuite intervient pour briser le tombé, et c'est un peu le foutoir du coup sur le ring. Sheamus commence à s'énerver et il menace même l'arbitre, donc on retrouve un peu ce qu'il avait fait la dernière fois lorsqu'il avait frappé l'arbitre. Cette fois-ci il ne fait que le menacer, mais du coup le club en profite, arrive à porter un Magic Killer sur Sheamus, et par surprise Anderson porte un roll-up à Cesaro et l'emporte. Donc du coup on a de nouveaux champions, donc le club c'est un peu la surprise, puisque voilà, c'était pas forcément attendu cette victoire. Je pensais que Sheamus et Cesaro allaient garder les titres beaucoup plus longtemps que ça. C'est un peu dommage, même si voilà, ça fait quand même un moment que le club essaie de récupérer les titres. On l'a vu avec les New Day, donc on pouvait se dire aussi qu'à un moment donné, s'ils sont toujours sur les titres, c'est que quelque chose va finalement finir par arriver pour eux, cette fois-ci du bon côté, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi je pensais pas ça, je vous l'avais dit, je pensais que à cause de ces deux arbitres on allait avoir encore quelque chose d'hésitant, enfin quelque chose qui allait amener encore de la controverse, et qu'on allait avoir un 2 out of 3 falls à Fastlane, un combat on va dire définitif pour déterminer véritablement le vrai champion, les vrais champions. Donc finalement ils ne l'ont pas fait, mais il y aura forcément un rematch, donc probablement soit alors dans le dernier Raw, parce que je peux vous le dire tout de suite, je n'ai pas encore vu le dernier Raw d'hier soir, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Donc peut-être qu'il y a eu un rematch hier soir, ou sinon à Fastlane. En tout cas il y aura un rematch, donc on va voir ce qui va se passer. Mais le match a été plutôt bon, rythmé et de bonne qualité, donc je lui ai donné la note de 7 sur 10. Voilà, en tout cas voilà, c'était une première surprise, et l'une de mes rares erreurs de pronostic, on le verra par la suite, mais je n'ai pas de regret, parce que je n'aurais vraiment pas pensé que le club allait récupérer les titres, et bon, finalement c'était chose faite. Troisième match donc de ce kick-off, Nia Jax contre Sasha Banks. Donc le début de match a montré directement la force et la domination de Nia Jax. Elle a imposé sa puissance tout de suite, malgré des tentatives de Sasha, mais qui furent vaines. Sasha ensuite a tenté même un bank statement à genoux, c'était rare de voir ça, mais évidemment vu la stature de Nia Jax, elle ne pouvait le faire que comme ça, mais cette tentative également fut vaine. Nia Jax continue ensuite d'imposer sa puissance, avec notamment une prise spectaculaire là, dans laquelle elle tord le genou de Sasha Banks. On sait que Sasha Banks avait toujours cette blessure au genou, en tout cas une kayfabe, donc Nia Jax en a profité, toujours pour s'attaquer à ce genou. Donc elle a porté une prise assez spectaculaire, donc elle torse le genou de Banks tout en la portant sur ses épaules, c'est une prise assez rare. Banks ensuite reprend l'avantage après que Nia Jax ait tapé le poteau, et ensuite elle saute à deux genoux sur elle, les deux genoux en avant sur Nia Jax, mais Nia Jax se dégage et porte même un pop-up Samoan Drop pour la victoire. Donc ça a été assez
surprenant, mais tout de suite, hop, pop-up Samoan Drop et terminé. Donc victoire de Nia Jax, qui correspond également à mon pronostic, hein, je vous l'avais dit aussi. Je l'avais dit dans ma vidéo que c'était mieux que Nia Jax remporte cette première manche, parce que je parle de manche parce que je pense qu'il y aura d'autres matchs, hein, que ce n'est que le début de la rivalité, et c'était bien que ce soit elle qui remporte cette première manche afin d'imposer sa force, d'autant plus que voilà, Sacha attaquait le match en position de faiblesse avec ce genou blessé, donc c'était mieux, je pense, et plus crédible que Nia Jax remporte ce premier match. Même si j'ai trouvé que cette victoire intervenait, enfin en tout cas dans le timing du match, j'ai trouvé que cette victoire intervenait d'une façon un peu inattendue, hein. Je pensais, je m'attendais à ce que Sasha Banks se relève de cette prise, et finalement, bon voilà, il faut se dire qu'on est en kick-off avec des contraintes de temps, donc voilà, il pouvait pas aller non plus beaucoup plus loin que ça, mais comme je le disais, on n'en a probablement pas fini avec cette rivalité, et je pense que Sacha va avoir sa revanche très prochainement. Ensuite, on a eu un petit segment dans lequel on a vu Stephanie McMahon interviewer et dire qu'elle aura à parler à Rollins dans le prochain Raw, et de ce qu'il a fait à TakeOver, hein, on se souvient donc que Rollins était intervenu de façon surprenante à TakeOver pour essayer de faire venir Triple H, mais qui s'était fait virer finalement par la sécurité. Et elle annonçait également une annonce importante, que Seth Rollins sera banni de l'Alamo Dome, hein, de l'arène, durant tout le pay-per-view de ce Royal Rumble. Donc à partir de là, lorsqu'on dit ça, en général, on se dit qu'il va forcément finir par venir d'une façon ou d'une autre, avec ou sans la sécurité. Moi, je voyais de toute façon Seth Rollins intervenir un peu plus tard. Bon, on peut le dire tout de suite, finalement, ça n'est pas arrivé. On ne l'a pas vu du tout intervenir. C'est assez étonnant d'ailleurs. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une apparition d'une façon ou d'une autre pour essayer de à nouveau embêter l'autorité, notamment Triple H, mais ce n'est pas arrivé. On va passer maintenant directement au morceau principal, c'est-à-dire à la carte principale, donc avec le pay-per-view en lui-même. Alors on va commencer donc dans l'ordre, on va aller directement à l'opener, à savoir Charlotte, la championne d'Euro, contre Bayley, la challengeuse numéro 1. Alors un match, on va dire correct, mais qui aurait pu être meilleur que ça. Je pense. Après, il aurait pu être pire aussi, il faut reconnaître. Mais bon, voilà, on a vu une Bayley qui s'est quand même plutôt bien débrouillée avec des manœuvres, notamment à l'extérieur du ring. Mais après, on a vu Charlotte qui s'est imposée petit à petit, qui a imposé sa supériorité. Bayley n'est même pas loin de gagner avec un elbow drop de la 3e corde, à la façon de Macho Man Randy Savage, mais Charlotte se dégage de justesse. Charlotte riposte ensuite avec un figure 8 transformé en figure 4, beaucoup plus traditionnel, à la façon de son papa. Charlotte ensuite saigne à la bouche suite à l'elbow drop, hein, que je venais d'évoquer. Elle a saigné abondamment à la lèvre, hein, pendant tout le match. Bayley arrive ensuite à retourner la prise, hein, de le figure 4, hein, de Charlotte, mais Charlotte se retourne à nouveau et tente, hein, cette fois-ci un figure 8 en s'appuyant aux cordes, donc c'était pas réglementaire, mais du coup l'arbitre casse la prise. Charlotte tente ensuite son fameux moonsault, hein, spectaculaire de la 3e corde, mais elle se fait contrer par Bayley. C'est à nouveau un near fall de la part de Charlotte, et finalement, un peu comme le match Nia Jax Sasha Banks, ça se finit d'une façon un peu inattendue, un peu courte. Finalement le match est un peu abrégé comme ça, très rapidement, de façon surprenante, avec Charlotte qui arrive à porter un natural selection directement sur l'apron du ring, donc la partie la plus dure du ring, et elle gagne donc le match ainsi. Donc comme je vous l'avais dit, hein, victoire de Charlotte sans surprise, qui reste donc invaincue en pay-per-view, hein, c'est sa 16e victoire déjà en pay-per-view, c'est incroyable, c'est un peu l'Undertaker des pay-per-view, Charlotte, hein. Mais je l'avais dit, il fallait qu'elle gagne, car j'avais estimé que c'était un peu trop tôt pour Bayley, et je pense qu'elle se sera plutôt pour le WrestleMania que Bayley remportera le titre, mais il ne fallait pas que Charlotte le perde tout de suite. Voilà, donc match correct, je notais 6,5 sur 10. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire.
Voilà, on verra ce qui va se passer par la suite parce qu'il y a quand même Fastlane, donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire vu que maintenant Bayley, du coup elle perd, mais en même temps il n'y a pas vraiment de challengeuse numéro 1 derrière, donc est-ce qu'ils vont continuer la rivalité, mais du coup comment est-ce qu'ils vont rendre la chose cohérente puisque maintenant elle a perdu en plus de façon clean, donc je vois pas trop ce qu'ils vont faire. De la même façon, comme je n'ai pas vu Raw, je ne peux pas vous le dire, donc on verra ce qui s'est passé. Match suivant, alors l'un des gros morceaux de la soirée, Roman Reigns affrontait Kevin Owens, le champion universel en titre. Donc un match avec une double stipu, c'est-à-dire un no disqualification match, et Chris Jericho qui était suspendu dans une shark cage, une cage à requins, pour éviter toute intervention durant le match. J'ai trouvé déjà d'ailleurs étonnant que ce match ait lieu si tôt dans la carte. Déjà à la base je ne pensais pas qu'on allait avoir le match féminin d'entrée de jeu, je m'attendais plutôt à soit au cruiserweight ou voire même un Cena Styles pour essayer d'équilibrer et avoir le gros match de championnat dès le début et puis le deuxième match de championnat un peu plus tard. Bon, ils ne l'ont pas fait comme ça. En tout cas voilà, Owens contre Reigns donc. On a vu donc dès le début du match Jericho et Owens qui ont attaqué Reigns dès le début, donc avant que Jericho ne soit entré dans la cage, mais Reigns finalement a répliqué et Jericho a finalement terminé dans la cage par la faute de Reigns. A noter que Jericho portait toujours sa ceinture US. Je me suis dit peut-être que sa ceinture aurait un lien, aurait une incidence pour la suite. Bon, finalement ce ne fut pas le cas, mais bon, on verra par la suite qu'il y a eu d'autres choses. Donc le match part vite, directement à l'extérieur du ring avec des échanges de coups entre Owens et Reigns. Owens va chercher une chaise, il attaque Reigns aux côtes, il prépare ensuite un alignement de 4 chaises à l'extérieur, mais Reigns revient pour contrer Owens. Owens qui reprend l'avantage et porte un cannonball sur Roman Reigns directement contre la barricade à l'extérieur. Owens finit ensuite son montage avec 2 chaises supplémentaires placées sur les 4 premières à l'extérieur. Il continue, il attaque Reigns aux côtes avec une chaise et place à nouveau une chaise dans la pyramide, donc ça commence à faire beaucoup. Il tente ensuite un powerbomb directement sur ces chaises là, mais Reigns contre. Il repère alors Owens toutes les chaises et tente Roman Reigns repère toutes les chaises et tente une souplesse que Owens bloque. Il porte ensuite une guillotine sur la 3e corde et tente de faire tomber Roman Reigns, mais se fait contrer par des clotheslines, ce qui ne plaît pas au public, qui est évidemment très austère envers Reigns. Et donc il hue Roman Reigns. Roman Reigns ramène une table sous le ring, mais se fait contrer par un backstabber. Reigns se dégage à 2. Kevin Owens sort la table du ring, powerbomb sur Reigns, powerbomb de Roman Reigns, mais dégagement de Kevin Owens. On voit Jericho qui remue les barreaux de sa cage, il est très nerveux en tout cas. Roman Reigns prépare une table hors du ring. Kevin Owens kick 2 fois Reigns qui est allongé sur la table. Owens monte ensuite sur la 3e corde et réussit un superbe frog splash directement de la 3e corde sur la table, qui évidemment brisé en 1000 morceaux. C'était un des premiers gros spots du match. C'était très spectaculaire à voir. Le public d'ailleurs ne s'y trompe pas et crie holy shit, holy shit. Mais étonnamment Roman Reigns se dégage du tombé. Kevin Owens place ensuite une chaise dans le coin et tente de projeter Roman Reigns dessus, mais il bloque avec des cordes à linge dans le coin. Kevin Owens arrive finalement à balancer Roman Reigns sur la chaise, mais il se dégage à nouveau du tombé. Jericho fait... Alors c'est là que donc je vous l'avais dit, je vous avais pronostiqué peut-être que Jericho allait utiliser une arme ou faire tomber une arme, et pourtant j'avais dit que ça allait être que s'il faisait ça, ce serait pas très original par rapport à Paul Ellering qu'on avait vu faire à TakeOver, mais ils l'ont quand même refait et Jericho donc a fait tomber un point américain sur le ring directement pour Kevin Owens.
et Kevin Owens donc commence ensuite à se moquer du point dans le sol hein, qu'aime faire Roman Reigns traditionnellement, et mais il se fait contrer par Reigns, qui porte alors un Superman Punch à Roman Reigns avec le point américain. Kevin Owens donc réussit donc à utiliser ce point américain et donc avec un Superman Punch directement sur Roman Reigns, mais bizarrement Roman Reigns kick out, il arrive à kick out d'un point américain, alors que bon, faut quand même le faire en général quand on utilise un point américain, ça termine les matchs, mais pas avec Roman Reigns, hein, toujours en mode Superman, un super-héros, ce qui peut paraître assez ridicule et même insupportable pour la plupart des fans. Jericho ensuite s'excite, hein, toujours dans la cage. Owens place une chaise au centre du ring et tente un powerbomb sur la chaise, mais Roman Reigns résiste et porte alors un Samoan Drop sur la chaise, mais Owens se dégage. On voit un Roman Reigns alors frustré qui sort à nouveau une table du ring et la place dans le coin. Kevin Owens se relève d'un Superman Punch par la suite. Roman Reigns tente un Spear sur Kevin Owens dans le coin directement sur la table, mais Kevin Owens contre avec un stunner. Ça c'était un peu étonnant, il contre avec un stunner, mais Roman Reigns à nouveau se dégage. Décidément Roman Reigns est imbattable. Ensuite on voit Reigns qui est piétiné puis même cannonballisé on va dire dans le coin par Kevin Owens, qui directement qui à nouveau porte un regard sur le tas de chaises qu'il avait construit à l'extérieur, et il tente une souplesse de la troisième corde sur les chaises, donc à l'extérieur, mais il se fait contrer par un Superman Punch, et deuxième gros spot du match, Kevin Owens tombe directement donc sur ce fameux amoncellement de chaises qu'il avait constitué au début de match, donc il goûte à sa propre médecine finalement. Ça se retourne contre lui, ça a été un gros spot et c'était très spectaculaire, donc il retombe sur les chaises. Et ensuite on voit Roman Reigns qui regarde la table des commentateurs et il la vide directement. Il prépare alors un powerbomb sur Owens et il réussit à le faire, donc à nouveau un gros spot. La table donc écroulée et donc Owens est par terre. Mais Reigns donc du coup il veut pas perdre de temps, il relève Owens pour l'amener sur le ring. Il prépare alors un spear, donc là on se dit que ça va être terminé, et là que se passe-t-il? Braun Strowman qui arrive from out of nowhere et qui attaque Roman Reigns, et du coup il se fait choc slammer directement sur la table, puis power slammer sur la table dans le coin du ring, et à ce moment là Strowman s'en va. Et on voit Jericho là qui remue les barreaux là et qui encourage Owens, qui lui est toujours un peu KO, hein, et il l'encourage, et ensuite Owens arrive finalement à couvrir Roman Reigns. Kevin Owens donc couvre Roman Reigns et victoire d'Owens, victoire. Et je vous l'avais dit à nouveau quelque chose que je vous avais prédit. J'avais dit que je n'écartais pas la possibilité d'une intervention de Braun Strowman, et ce fut chose faite, puisque voilà, on a eu un peu de rivalité entre Roman Reigns et Strowman, même si c'était pas encore véritablement c'était pas direct, mais on l'a vu au Strowman avec Rollins notamment, et avec Reigns, donc les deux anciens du Shield. On l'avait avec Sami Zayn aussi, mais voilà, c'est pour ça que on a vu de temps en temps aussi Strowman avec les deux là, avec Owens et Jericho. Donc c'est pour ça que je me disais que c'est un match no DQ, Jericho dans la cage, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah du coup il faut ramener une personne supplémentaire pour sauver Kevin Owens, et donc c'est ce qui est arrivé donc avec Strowman. Donc je vous l'avais dit, au final ce fut un très très bon match avec du suspense. Donc moi j'ai bien aimé ce match, je lui ai donné la note de 8,5 sur 10. Voilà, on a beau ne pas aimer Roman Reigns, moi je suis pas fan non plus, mais on ne peut pas dire que ce fut un mauvais match. La stipulation du no DQ a bien été respectée, il y a eu beaucoup de spots, chaises, tables, de points américains même, donc voilà, il y a eu tous les ingrédients du no DQ, avec du suspense, des near falls, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais comme je vous le disais, hein, pour moi le fait qu'il y ait ce no DQ plus Jericho dans la cage, moi ça me donnait trop l'impression que Reigns s'était favorisé dans ce match, en tout cas dans
en début de match, pour moi, comme ça, là, à brûle pour point, je me disais que tout allait en direction de Reigns, donc je me disais que ça allait finir par être une victoire d'Owens. Hein, ça sentait pas bon pour Reigns d'avoir toutes ces stipulations en sa faveur. Voilà, donc du coup un pronostic qui a été correct, victoire de Kevin Owens. On passe ensuite au match suivant, match des Cruiserweight entre Neville, le challenger, et Rich Swann, le champion en titre. On a vu donc comme prévu un Neville qui s'est montré très agressif, qui prend petit à petit le dessus sur Swann. Il arrive même presque à porter sa soumission, hein, qu'on peut appeler comme une espèce de crossface. J'ai même entendu de la part des commentateurs un butterfly crossface, hein, avec les bras barrés. Swann arrive à se dégager de la soumission malgré tout. Neville tente ensuite de fatiguer Swann au sol avec un collier arrière pendant un certain temps. Neville envoie ensuite Swann dans les balustrades à l'extérieur à 2 reprises, donc il est très stiff, hein, Neville. Il se fait ensuite contrer quand même Neville par un super kick alors qu'il était en train de sauter sur Swann de la 3ème corde. Les deux sont KO au sol, mais Swann porte ensuite un Hurricane Rana et enchaîne avec un superbe Phoenix Splash à l'extérieur. Là c'était un super moment du match. Neville se dégage ensuite d'un gros kick de la part de Swann qui a été porté à peu près au niveau de la tempe, enfin, ou de l'oreille. Neville se dégage ensuite suite à un splash de Swann. Swann monte sur la 3ème corde, mais il se fait contrer par Neville qui fait retomber Swann directement sur les parties intimes. Neville tente ensuite une superplex, hein, on a vu que c'était l'un de ses finishers maintenant. Il tente une superplex mais sans succès. Neville contre Swann avec un super kick, mais Neville se prend un roundhouse kick directement de Swann, hein, donc c'était le finisher finalement de Swann, mais heureusement pour lui, il a le pied dans les cordes, Neville, donc la prise le tombé est cassé. Et ensuite finalement Neville arrive à nouveau à porter sa butterfly crossface, donc sa prise de soumission, et finalement Swann abandonne. Donc victoire de Neville sans surprise, hein, victoire attendue, je vous l'avais dit, hein, Rich Swann, voilà, c'était pas un champion très marquant, et Neville était pushé depuis Roadblock et depuis son heel turn, donc il fallait, c'était logique que Neville prenne le titre. En plus il fait un très bon boulot de heel, donc il n'y avait pas de surprise par rapport à ça. Donc peut-être que maintenant on se dirige, alors d'abord je pense qu'il y aura un rematch, hein, c'est la logique, mais après je pense qu'il conservera son titre et qu'on partira plutôt vers une rivalité avec, je vois bien Jack Gallagher, comme je l'avais dit, d'autant plus qu'on l'a vu au Rumble, donc ça sent le gros push pour Gallagher, donc on verra ce qui va se passer par la suite. En tout cas un bon petit match Cruiserweight qui a en plus duré à peu près pas loin d'un quart d'heure, donc c'est bien, c'est plus que la durée qu'on peut voir habituellement à Raw, donc ils ont donné une belle exposition, donc ça a été un très bon match Cruiserweight que j'ai noté par 7 sur 10. Match suivant, donc là on arrive vraiment dans les gros morceaux du pay-per-view. AJ Styles, le champion de la WWE, affronte John Cena. Donc voilà, c'était un gros match attendu. Ça a été un match en tout cas qui a été plutôt équilibré dans les premières minutes. On voit Cena qui tente rapidement un five knuckle shuffle, mais qui se fait contrer par AJ Styles par une German puis un facebuster, mais Cena se dégage. Cena porte ensuite un gros lariat, hein, qui fait vriller AJ. Il réussit ensuite finalement son 5 knuckle shuffle, mais pas son double A. Les deux sont alors dans le coin. Cena tente une superplex, mais AJ contre avec un torture rack suivi d'un spin out power bomb, hein. C'était un super move ça. Cena se dégage à nouveau. Styles tente ensuite un phenomenal forearm que Cena esquive, et ensuite il arrive avec un double A, mais AJ arrive à se dégager du double A, ce qui commence à énerver Cena. D'ailleurs on sentait même presque un Cena presque heel à ce moment là, très énervé, et il arrive ensuite à attaquer AJ à nouveau avec un lariat, mais un peu les kicks de AJ, hein, il réplique avec un peu les kicks,
que j'ai trouvé un peu raté, puisque finalement il arrive dans le dos et non pas sur la tête. Et ensuite AJ arrive à enchaîner avec un Phenomenal Forearm, mais Cena arrive à se dégager quand même de cette prise qui est pourtant l'un de ses finishers. Styles reprend le dessus et donne des coups de pied dans le ventre de Cena. Cena arrive alors avec un facebuster sur AJ, prise un peu étonnante de sa part, hein, on n'est pas l'habitude de le voir. AJ arrive à porter un calf crusher, mais AJ est alors contré par un STF de Cena. Styles contre et tente à son tour un STF, ça c'était surprenant, mais Cena lève la main, évidemment il nous fait croire qu'il va abandonner, mais évidemment il ne le fait pas. Et John Cena contre alors avec un Figure 4 Leg Lock, hein, peut-être un clin d'œil à Ric Flair, hein, finalement, puisque on sait qu'il y avait le titre, il y avait le record de Flair en perspective, hein, donc peut-être que ce Figure 4 était une sorte de clin d'œil. AJ Styles contre alors avec un cross arm breaker, mais John Cena soulève Styles avec un powerbomb à l'arrivée. Les deux sont allongés au sol. Cena se relève, monte sur la troisième corde, hein, pour sa leg drop traditionnelle, mais il est contré en powerbomb, un peu façon Batista, on s'en souvient il y a quelques années, où c'était plutôt l'inverse, du coup c'était c'était John Cena qui avait contré Batista, il me semble, où j'ai un petit trou de mémoire, et AJ donc arrive à porter un Styles Clash. Voilà un gros moment, un Styles Clash, le public a bien réagi là-dessus, mais Cena, mais en bon Superman aussi qu'il est, hein, comme Roman Reigns, Cena se dégage à nouveau donc il s'est dégagé du Phenomenal Forearm, et là maintenant il se dégage du Styles Clash. Styles tente ensuite un Springboard 450 Splash, mais Cena contre et il enchaîne avec un Sunset Flip Powerbomb, hein, maintenant on sait qu'il commence à faire, ça fait quelques temps maintenant qu'il nous fait cette prise, c'est un spectaculaire, c'est pas mal de sa part, hein, vu son gabarit, hein, d'arriver à faire ça, ça a été très très bien réalisé en plus, mais AJ Styles se dégage de ce Sunset Flip Powerbomb. Le match est vraiment extraordinaire. On voit ensuite AJ qui porte un Ushigoroshi, mais Cena se dégage encore. Ensuite il y a Cena qui porte une sorte de big ending, hein, en quelque sorte, mais encore à nouveau un dégagement d'AJ Styles. John Cena tente le tout pour le tout, il va tenter un super double A, hein, de la deuxième corde, et il arrive à le porter, mais dégagement d'AJ Styles, incroyable, il se dégage de ce double A de la deuxième corde, et AJ Styles arrive à porter un nouveau Styles Clash, il enchaîne même avec un Phenomenal Forearm, mais Cena contre avec un double A, puis un deuxième avec une jolie roulade, hein, moi je l'avais jamais vu faire ça, donc un 2 double A avec une roulade entre les deux, et victoire de John Cena qui arrive donc à battre AJ Styles et à remporter son 16e titre de champion, donc un titre vraiment très important, puisque c'est le titre du record, le titre pour égaler le record de Ric Flair. Voilà, eh bien on va dire que je suis à moitié surpris. Comme je vous avais dit dans mes pronostics, dans un premier temps j'avais donné la victoire de Cena, et finalement j'avais donné une victoire d'AJ Styles. C'est vrai qu'il y avait du pour et du contre, je vous avais dit que ce match c'était du 50-50, donc tout était possible. C'est vrai qu'en même temps je vous avais dit que avec la série de 3 victoires à 0 pour Styles, on pouvait se dire que c'était compliqué quand même que Cena perdre une 4e fois, et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ne l'ont pas fait perdre une 4e fois. Voilà, bon bah il y avait du bon et du moins bon pour pronostiquer, il fallait peser le pour et le contre. Voilà, je suis un peu déçu pour AJ Styles, hein, parce que voilà, c'est un super champion et qui a fait une super année 2016, et donc je suis un peu déçu pour lui qui perde son titre. Et en plus, voilà, la façon dont John Cena s'était autoproclamé le #1 contender directement, alors qu'il n'avait pas du tout gagné de match pour se mériter ce match de championnat. Donc le fait qu'il arrive comme ça et qu'il en plus remporte le match, voilà, je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. En plus, il va probablement perdre son titre très rapidement, puisqu'il doit s'absenter bientôt pour tournage à nouveau. Donc on peut se dire qu'il va perdre
son titre dans 2 semaines à l'Elimination Chamber, d'autant plus que vu le vainqueur du Rumble, on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Mais en tout cas, ça a été un super match. Il faut à tout prix que vous regardiez ce match, hein. C'est déjà, évidemment on est en début d'année, mais non seulement c'est pour l'instant le plus beau match de l'année, ça c'est évident, mais ce sera très probablement à la fin de l'année l'un des matchs of the year. En tout cas, ça sera dans le top 5 je pense des plus beaux matchs de l'année à la WWE. Ça a été un super match que je mets à peu près au même niveau que SummerSlam. Ça a été vraiment un match de très haut niveau, et je vous recommande vraiment de voir ce match, et je lui ai donné la note de 9 sur 10, hein. C'est 9 sur 10, c'est vraiment la quasi perfection, hein. Mais voilà, on ne pouvait pas donner une note inférieure à 9 sur 10, hein. Ce n'était pas possible. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il faut regarder ce match, il était vraiment magnifique. Voilà, maintenant on va passer au dernier gros morceau de la soirée, le Royal Rumble match. Alors on va essayer d'aller vite, on va passer tous les rentrants dans l'ordre, et avec les faits saillants, hein, de la bataille royale. Donc, qui était très ouverte, c'était l'une des plus indécises de l'histoire, hein. On savait, même s'il y avait des favoris qui se dégageaient, mais voilà, on le sait, hein, avec les bookings, ils peuvent toujours décider de changer les plans au dernier moment, donc tout était encore possible. Alors, les deux premiers qui sont rentrés dans le ring, donc c'était Big Cass, hein, qui a été accompagné d'Enzo, qui nous a fait une promo un peu longue d'ailleurs, et Chris Jericho, donc qui était le deuxième entrant, déjà l'un des gros favoris ou gros outsiders, directement donc à la place de numéro 2. Donc logiquement on a eu un face et un heel, hein, pour commencer le match, hein, ça c'est du traditionnel. Donc voilà, les deux commencent le match. Ensuite en numéro 3, Kalisto. Voilà, c'était l'un des noms qui n'était pas annoncé, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il arrive. Quatrième, Mojo Rawley. Voilà, un peu dans l'indifférence générale, hein, on s'en doutait. Et cinquième, première surprise, Jack Gallagher, donc, qui est arrivé avec son parapluie. Je vous avais dit que qu'on pouvait, qu'il fallait qu'il y ait un Britannique, hein, pour représenter un peu, faire un peu la promo de la WWE au Royaume-Uni. On a déjà eu le tournoi, hein, qui a eu lieu, le tournoi pour le champion UK. C'est pour ça que je vous avais pronostiqué plutôt un Tyler Bate, hein, le champion UK. Finalement ça a été Gallagher, mais je vous avais dit que c'était bien qu'il y ait un Britannique, puisque à ce moment-là, dans les 22 qu'on avait officiels, il n'y avait aucun Britannique annoncé, donc je me disais que c'était bien que un Britannique participe à la bataille royale. Finalement ce ne fut pas un des participants du tournoi UK, et encore moins le champion, et finalement ils ont choisi Gallagher, qui est en ce moment en plein push, et en plus voilà, il est assez over, et je pense que le public l'aime bien, donc finalement voilà, c'était un bon choix, avec son parapluie, des spots marrants en plus avec son parapluie, donc notamment avec Chris Jericho, avec qui a ouvert son parapluie dans les parties intimes de Jericho. Donc là c'était le moment sympa. Entrée numéro 6, encore une surprise, enfin une demi-surprise on va dire, avec Mark Henry, hein, mais on pouvait se dire que c'était finalement logique, puisque c'était un peu un cadeau d'avant-retraite, hein, de pré-retraite, hein, puisqu'on sait qu'il va s'arrêter, donc c'était probablement un cadeau de remerciement pour son dernier Royal Rumble, et en plus il était quasiment chez lui, il était dans son état du Texas, donc c'était tout sauf une surprise finalement que Mark Henry participe, et il a quand même éliminé Gallagher, Mark Henry, avec son parapluie, hein, il a tenté un saut à la Mary Poppins, ça a été un moment marrant, mais Mark Henry élimine Gallagher. Septième, alors la centième entrée, un gros morceau, puisqu'il s'agissait de Braun Strowman, l'un des gros favoris du match, et qui est arrivé avec d'une façon dévastatrice, hein, très rapidement, puisqu'il élimine Mojo Rawley, puis Big Cass, puis Kalisto. Donc on voit les trois qui sont à l'extérieur du ring, par terre, et on voit à ce moment-là un duel entre Braun Strowman et Mark Henry, et finalement Strowman élimine finalement Henry assez facilement, et on avait déjà 4 éliminés de la part de Strowman, hein. Il élimine 4 adversaires en quelques secondes, en tout cas avant qu'un autre participant n'arrive, donc ça a été très rapide. Il s'imposait déjà comme la grosse menace de ce Rumble. Numéro 8, alors on le savait déjà, puisqu'on a vu un segment dans le pay-per-view où on a vu Sami Zayn avec Dean Ambrose, et donc on a vu que finalement
Sami Zayn avait tiré le numéro 8. On a vu d'ailleurs, c'était marrant de voir Dean Ambrose qui dit ah pardon, attends, le chiffre était à l'envers. Oui, oui, c'est un 8. Donc voilà. Donc Sami Zayn est arrivé et pour un nouveau duel avec Strowman. On a vu la rivalité qu'il y avait eu avec Strowman. Ensuite, on a vu Big Show arriver. Donc on a vu à nouveau un duel de géants après Mark Henry. Un duel de big men après Mark Henry. On a donc le Big Show qui arrive en numéro 9 pour un duel avec Strowman. On a Zayn qui est allongé, on a Jericho qui reste à l'extérieur, hein. On a vu Jericho très souvent en mode un peu lâche, hein, qui s'est bien caché à l'extérieur. Il y a même un moment donné, je me suis demandé s'il n'était pas éliminé, tellement il avait été discret. On ne le voyait pas dans le ring, mais en fait il était resté bien au chaud. Et il revenait de temps à autre. Jericho donc ensuite remonte alors que Big Show est avec Strowman, mais il se prend un Weapon of Mass Destruction de la part de Show, hein, de Big Show. On a retrouvé donc un peu les deux anciens partenaires du Jericho là. Mais finalement on a un duel à nouveau donc entre Strowman et Big Show, et finalement Strowman arrive à éliminer le Big Show. Après l'avoir bien poussé, avec bien dégagé ses jambes, bien poussé ses jambes, et Big Show donc retombe sur ses pieds, mais à l'extérieur du ring, et ça faisait déjà 5 éliminés de la part de Strowman, qui, comme je vous l'avais prédit, s'imposait comme celui qui allait éliminer le plus d'adversaires durant cette bataille royale, et c'est fut le cas au final. Le numéro 10, alors là, beaucoup de gens, et moi je l'attendais, même si je suis planté sur le coup parce que j'y croyais finalement plus trop, et finalement j'ai eu un énorme mark time. Imaginez, pour moi qui suis un gros fan du Perfect Ten, et ils l'ont fait. Ça a été un super moment. J'ai explosé, et Ty Dillinger donc arrive en numéro 10. Là ça a été un super moment, j'étais tellement heureux pour lui, et c'était quelque chose que la communauté catch désirait depuis un bon moment, hein. On en parlait déjà l'année dernière, que ce serait bien que Ty arrive en 10 au Rumble. Ils l'ont fait, et j'étais vraiment content, et il est arrivé directement, malheureusement pour lui, alors que Braun était seul sur le ring, hein, quasiment, donc ça a été compliqué, et il s'est retrouvé face à un mur. Il a attaqué donc Braun, mais il y a eu quand même Sami Zayn qui est venu à la rescousse, donc ça a été du 2 contre 1 sur Strowman. Il tente même une souplesse à 2 sur Strowman, mais les deux se sont fait contrer par une souplesse de la part de Strowman. Et à ce moment-là, on arrive au numéro 11, James Ellsworth. Alors moi je m'y attendais, hein. Moi il n'était pas annoncé, mais pour moi il y avait des grosses chances pour qu'il arrive, malheureusement, hein, on peut se dire. Mais bon, voilà, on a bien vu qu'il avait pris de l'importance depuis qu'il était là. Donc finalement, voilà, et puis en plus il est accompagné de Carmella maintenant, donc bon, on pouvait s'attendre à Ellsworth. Et alors je l'avais pronostiqué comme étant celui qui restera le moins longtemps sur le ring, mais étant donné qu'il est resté un petit moment à l'extérieur avant de monter, finalement ce ne fut pas l'élimination la plus courte. Je crois que c'était Enzo Amore au final. Donc Ellsworth donc arrive, enfin en tout cas il essaye de monter, mais voilà, Braun est à deux doigts de se faire, et à ce moment là donc Ellsworth est à l'extérieur, Braun est à deux doigts quand même de se faire sortir par Zayn et par Ty, mais il résiste et il fonce sur les deux, et c'est à ce moment là que Dean Ambrose arrive en numéro 12, avec Ellsworth toujours à l'extérieur qui attend de monter. À ce moment-là, les deux s'entendent. On connaît l'ancienne alliance entre Ambrose et Ellsworth, mais ça s'est mal passé par la suite à TLC, hein, avec ce entre guillemets ce heel turn ou ce retournement d'Ellsworth qui a fait tomber Ambrose. Mais voilà, du coup, Ambrose lui n'a pas oublié ce qu'il lui a fait justement, et arnaque Ellsworth en faisant mine de monter en même temps que lui sur le ring, et finalement Ambrose se retient, et c'est Ellsworth qui monte sur le ring et qui se récupère Braun Strowman directement. Donc du coup Ambrose attend tranquillement à l'extérieur, et évidemment Braun Strowman
élimine directement James Ellsworth et le refait retomber très mal d'ailleurs sur le bras à l'extérieur du ring, hein, il se réceptionne très mal. Ensuite, numéro 13, Baron Corbin arrive sur le ring, encore un des outsiders. Pendant ce temps-là, Strowman est attaqué de toutes parts. Et malheureusement, il élimine Tai, hein, ça a été un peu rapide, et ça aurait été d'ailleurs sa 7e et dernière élimination à Braun Strowman. Et bon, voilà, bon, tant pis pour Tai, mais bon, au moins il aura fait son petit effet, il se sera fait éliminer. Trois candidats plus loin, 3 apparitions plus loin. Il est arrivé en 10, il se fait éliminer après le 13e. Bon voilà, ça n'a pas été très long, ça aurait été 5-6 minutes de prestation, mais j'ai été content pour lui. Ensuite, on a vu Kofi Kingston arriver en 14e, en espérant que ça ne porte pas la poisse à de Kofi, hein. Pour les fans, on sait que le numéro 14 a souvent porté la poisse à celui qui est entré dans le Rumble à cette position. Ensuite, on a vu le Miz arriver en 15e position, qui porte un Skull Crushing Finale à Zayn. Corbin porte aussi ensuite un Deep Six directement sur le Miz. Donc on voit à ce moment-là un Corbin qui devient un peu l'homme fort, puisqu'il arrive quand même à éliminer Strowman. Ça, c'était quand même une sensation. Il élimine Tai, donc ensuite Corbin élimine Braun Strowman, donc ça c'était quand même la grosse sensation. Donc ça a un peu vidé le ring, et ça a retiré un gros favori du match. Donc voilà, j'étais pas trop dans l'ordre chronologique, hein. Mais donc la élimination de Braun, Kofi arrive en 14, Miz arrive en 15, il porte un Skull Crushing Finale à Zayn, Corbin porte un Deep Six au Miz, et à ce moment-là on voit Kofi Kingston donc dans un spot qu'on attendait un peu, hein, par beaucoup de monde en tout cas, que beaucoup de monde attendait. Kofi qui monte sur la 3e corde et même sur le 3e carrément en haut du poteau, mais Corbin frappe Kofi et retombe directement sur les parties intimes, sur le poteau, et il arrive à se maintenir un peu à la façon d'un koala sur le ring, et arrive quand même à se maintenir et à revenir dans le ring et à enchaîner avec un Trouble in Paradise sur Corbin. Voilà donc le fameux segment What the fuck et sauvetage miracle de la part de Kofi. J'ai été un peu déçu, je dois le dire. J'ai pas trouvé ça très original. Ils auraient pu faire mieux. Et ce qui m'a surtout déçu, c'est que par rapport à ce qui se passait avec Titus O'Neil et les New Day, je pensais qu'ils allaient utiliser cette storyline, enfin en tout cas cette espèce de storyline entre ces 4 hommes, pour que Titus O'Neil entre sur le ring en tant que participant au Rumble, et qui se servent de Titus comme un peu un sauveteur de Kofi, et qui aurait pu du coup permettre de se racheter une conduite, de se racheter une image, on va dire, une bonne image auprès des New Day. Bon, moi j'aurais fait comme ça, mais bon, eux ils n'en ont pas fait, tant pis. Et on n'aura même pas vu d'ailleurs Titus O'Neil dans ce Royal Rumble. Ensuite, on a vu Sheamus arriver en 16e position. Il arrive, il nettoie le ring directement, il enchaîne des coups de tambourin directement sur le Miz, suivi d'un Brogue Kick sur Chris Jericho. On voit ensuite en 17e position Big E qui enchaîne avec des fessées, hein, sur le Miz, avec un travail à deux sur le Miz avec son partenaire Kofi Kingston. Ensuite on voit Rusev arriver en 18e position avec un masque, hein, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, probablement un nez cassé ou quelque chose comme ça. Et ensuite on arrive en 19e, donc c'est probablement, d'ailleurs je me disais, vu que c'était dimanche, probablement dans un house show, hein, probablement que ça a dû se passer pour Rusev. En 19e on voit Cesaro arriver, et qui arrive directement avec un Cesaro Swing sur le Miz, hein, qui prend beaucoup de coups, hein, et beaucoup de prises, hein, le Miz décidément. Il arrive avec un Cesaro Swing sur le Miz, puis un Cesaro Swing sur Sami Zayn, puis Dean Ambrose, puis Kofi, puis Big E, puis Corbin, puis Sheamus. Mais quand il arrive avec Sheamus, on a l'impression qu'il ne fait pas attention il enchaîne tellement d'adversaires. Il enchaîne tellement de Cesaro Swing qu'il ne fait plus trop gaffe à qui il le fait, et du coup il le fait à Sheamus, son partenaire, et finalement il hésite à le faire,
Mais finalement on voit un kick de Rusev sur Cesaro, donc finalement le Cesaro Swing sur Sheamus n'intervient pas. On arrive ensuite avec le troisième New Day en 20e position, donc Xavier Woods qui arrive et qui s'attaque même à Sheamus avec l'aide de Kofi. On a Biggie qui s'ajoute aussi à ça avec un splash qui est bien, alors que Sheamus est bien retenu par les deux autres New Day. Ensuite on arrive directement à la 21e place avec Bray Wyatt, l'un des outsiders aussi, qui arrive avec un petit clin d'œil sympa avec ce face à face avec Xavier Woods, hein, qui rappelle un peu il y a une storyline d'il y a quelques mois entre les New Day et la Wyatt Family. Donc ce petit face à face était sympa. Et on a vu Xavier Woods qui ensuite évite un Sister Abigail, mais qui se prend quand même un gros close line de la part de Wyatt. En 22e position, on a vu Apollo Crews arriver, hein, c'était encore un des noms qu'on n'avait pas vu venir. Il arrive, mais Sheamus et Cesaro éliminent à ce moment-là les 3 New Day directement en même temps. Ça c'était un gros moment du match. Sheamus, Cesaro qui éliminent les 3 New Day en même temps. Mais à ce moment-là, Sheamus tente d'arnaquer son propre partenaire Cesaro. Il tente d'éliminer Cesaro, mais Jericho à ce moment-là élimine les deux à la fois. Il élimine Cesaro et Sheamus, ce qui fait que du coup les deux se chamaillent à l'extérieur, mais sans se frapper pour autant, hein. Mais ça va être forcément avoir des répercussions, les deux ont perdu déjà leur titre plus tôt dans la soirée, et en plus Sheamus tente. On voit d'abord Cesaro qui tente un Cesaro Swing, ensuite on voit, mais il a quand même hésité, mais ensuite on a vu Sheamus qui tente d'éliminer Cesaro, et finalement les deux se font éliminer en même temps, donc il va y avoir forcément des répercussions. On se demande ce qui va se passer avec cette équipe, hein. Est-ce qu'ils vont continuer ensemble, ou alors est-ce que ça va se corser entre les deux, et peut-être qu'on aura un match soit à Fastlane, soit à WrestleMania entre les deux, on verra bien. Ensuite le numéro 23, Randy Orton qui arrive, hein. Donc je vous l'avais dit, Randy Orton qui était à ce moment là depuis 2-3 jours le gros favori des bookmakers, donc on verra ce qu'il s'est passé par la suite. Il arrive tout de suite en portant un RKO, en tout cas sur Corbin et sur Wyatt, puis sur Zayn en plein vol qui tentait de plonger sur lui. C'était très spectaculaire, mais on voit ensuite Wyatt et Orton ensemble, tous les deux ensemble. En 24e position, on voit Dolph Ziggler qui kick à tout va, hein, et qui porte un double DDT à la fois sur le Miz et à la fois sur Apollo Crews, avant de les kicker tous les deux en même temps. Ensuite on voit en 25e position Luke Harper. Ça a été assez attendu, hein, puisqu'on a vu Luke Harper qui s'était fait Sister Abigail, hein, en quelque sorte, par Wyatt dans le dernier SmackDown, et on a vu Harper d'abord qui attaquait Apollo Crews et qui même l'élimine, et c'est là qu'on voit un face à face assez fort, assez tendu entre Luke Harper et Orton. On voit ensuite Wyatt, hein, un bon chef de famille qui calme les deux, et qui tente de calmer les deux, qui se met entre les deux. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Une surprise. Luke Harper qui fait un gros close line à Wyatt et qui même s'attaque à Orton. Donc là on peut se dire que c'est peut-être un face turn, hein, de la part un face turn officiel de la part d'Harper, et probablement la fin de sa collaboration avec la Wyatt Family. Ça sera très intéressant de voir ce qu'ils vont faire de Luke Harper. Moi ça me fait plaisir parce que moi j'aime beaucoup Harper. Je trouve qu'il fait c'est quelqu'un d'un peu sous-coté, et on le voit quand il est en combat solo, il peut faire de très très bonnes choses. On l'a même vu récemment dans un Fatal 4-Way à SmackDown, où il avait avec Dean Ambrose notamment, où il avait vraiment fait un super match. Je crois que c'était même le MVP, hein, pour moi, du match. Donc c'est très bien. Ce serait bien en tout cas qu'il le push en tant que lutteur solo, et ça, je pense qu'on en prend le bon chemin. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et un moment marrant, un bon moment du match, c'est qu'on a vu Luke Harper qui prend Wyatt
près de lui et le prépare pour un Sister Abigail carrément, mais malheureusement il embrasse donc le front de Wyatt, il le prépare, mais malheureusement Orton arrive avec un RKO from out of nowhere, hein, comme d'habitude, et du coup il sauve donc Bray Wyatt, hein, son copain. Ça a été un très bon moment du match. En 26e, alors là on arrive vraiment dans les gros noms, puisque c'est Brock Lesnar qui arrive en 26e, alors qu'il y avait déjà beaucoup de monde allongé au sol. On a Lesnar qui arrive, qui fait le ménage sans surprise, hein. Il sort Ambrose directement, il élimine aussi Ziggler très rapidement, il enchaîne avec une German suplex sur Rusev, puis sur Jericho, puis sur Baron Corbin, et il enchaîne avec un F5 sur le Miz, le pauvre Miz, hein, qui en aura pris beaucoup des prises, hein. Et ensuite il réussit un F5 sur Randy Orton. En 27e position, un peu surprenant, on voit Enzo Amore arriver, hein. Je ne pensais pas qu'il allait être dans ce Rumble, je pensais qu'on allait s'en tenir à Big Cass, mais Enzo arrive quand même, mais il se fait décapiter par Lesnar tout de suite, et il l'élimine tout de suite. Donc comme je vous disais, c'était l'entrée, la participation la plus courte de ce Rumble de la part d'Enzo Amore. À ce moment là, c'est vraiment le champ de guerre, il n'y a plus personne debout, hein, tout le monde est à terre. On a un Lesnar dominateur et qui s'amuse même avec Rusev en attendant, avec une belle souplesse. Et à ce moment là, bien entendu, celui qu'on attendait voir arriver par la suite, ce fut bien celui-ci, puisque c'était Goldberg. Donc on arrive avec finalement un face-à-face Goldberg-Lesnar que tout le monde attendait. Et on voit carrément Goldberg qui arrive directement avec un spear sur Lesnar, et qu'est-ce qu'il nous fait? Il corde à linge Lesnar qui était près des cordes, et il arrive à éliminer Brock Lesnar. Grosse sensation. C'est très étonnant, hein, puisque finalement Brock Lesnar ne sera pas resté très longtemps sur le ring, hein. Il était arrivé au 26e et Goldberg en 28e, donc finalement il n'y a pas eu beaucoup de temps pour Lesnar. Il a juste fait son petit ménage, mais du coup on a à nouveau Goldberg qui prend le dessus sur Lesnar, hein. Après déjà ça rappelle un peu du coup son squash des Survivor Series, et finalement c'est à nouveau une sorte de squash, hein, avec un spear et une corde à linge. Donc c'est toujours pareil, finalement c'est le même schéma. Lesnar n'arrive pas à inquiéter Goldberg, et c'est toujours Goldberg qui domine Lesnar. Donc ça installe, je dirais d'une façon quasi définitive, un combat entre les deux à WrestleMania, hein. Je pense que là maintenant il n'y a plus de doute là-dessus. Donc voilà, Goldberg est tellement booké fort par rapport à Lesnar que je me demande si finalement Lesnar ne va pas remporter son match face à Goldberg à WrestleMania. Enfin, on a le temps d'en reparler, hein. Donc une fois que cette sensation est arrivée, l'élimination de Lesnar, on a Goldberg qui s'attaque à tout le monde et qui porte même un jackhammer à Sami Zayn, très bien exécuté d'ailleurs. Et on a ensuite la Wyatt Family qui sans Harper, hein, juste Orton et Wyatt, qui attaque Goldberg, et Goldberg arrive à porter un double spear sur les deux en même temps. Et en 29e position, évidemment, celui qu'on attendait et qui l'un des derniers gros à arriver, l'Undertaker. Et oui, l'Undertaker qui arrive. Donc là, ils ont c'est aussi une petite déception, c'est qu'ils nous ont réservé tous les vieux là en fin de match finalement, comme si ces trois là, les Taker, les Lesnar et les Goldberg étaient cuits, n'avaient aucun cardio. Et ils leur arrivent avec les trois, en fin de match. Autant Taker, bon, je m'y attendais un peu, mais autant Goldberg, Lesnar, voilà, ils sont en bonne forme physique, ils auraient pu les mettre bien plus tôt, surtout Lesnar qui n'a finalement pas eu le temps de faire grand chose. Voilà, j'étais un peu déçu par l'ordre d'entrée des vieux entre guillemets. Donc on a Taker qui arrive sans passer par la rampe, hein, il arrive directement, et on attend à ce moment là le duel avec Goldberg, mais on a Corbin et Rusev qui attaquent respectivement Taker et Goldberg, mais l'un élimine Rusev et l'autre élimine Corbin. Du coup, à ce moment-là, on a Goldberg qui porte un spear sur l'Undertaker, mais malgré ce spear, Taker élimine
Goldberg, ça c'était la sensation. Taker élimine Goldberg, qui montre sa déception à l'extérieur du ring, hein. Il frappe le ring avec ses poings. Ça a été du coup l'un des gros favoris qui s'en va. Et ensuite on a Taker qui chokeslam à la fois le Miz et Sami Zayn, enfin l'un après l'autre. Donc décidément le Miz aura beaucoup mangé, hein, dans ce Rumble. Et enfin on attendait tous le numéro 30, beaucoup de possibilités, hein, puisqu'à ce moment-là on n'avait toujours pas vu Samoa Joe, hein, qui était pourtant voilà, on va dire à 95% sûr de participer. Toujours pas de Samoa Joe, toujours pas de Triple H, ou éventuellement de Seth Rollins. On sait, même s'il était banni, bon, et que je m'attendais à son arrivée, mais on l'a pas vu. Rey Mysterio toujours pas non plus, Kurt Angle non plus, Kenny Omega, fallait pas y songer. Et finalement qui se pointe? Roman Reigns qui arrive en numéro 30. Je comprends pas. Il se fait bien sûr huer. Mais je comprends pas ce qu'ils font avec Roman Reigns. S'ils voulaient vraiment lui faire un heel turn, ils pouvaient pas s'y prendre autrement, puisque là on nous l'enfonce dans la gorge. Le gars il perd son match de championnat et du coup il s'autorise à une participation au Rumble. Alors même si on a entendu dire que finalement il remplaçait Samoa Joe, hein, qui n'avait pas pu participer, mais bon, faire venir Roman Reigns en 30 alors que c'est la place de 30, hein, et on en parle beaucoup, tout le monde, il y a beaucoup d'attentes sur cette place de 30, et faire venir Roman Reigns, qui avait disputé un long combat, en plus un combat no DQ avec beaucoup de spots, de bump, avec des coups de chaise, etc. Et le gars il arrive quand même à venir dans le match. C'est un peu abusé, et puis surtout c'est pas cool pour Styles, quoi. Tu peux te dire pourquoi est-ce que Styles à ce moment-là, qui venait de perdre son titre, pourquoi est-ce que Styles ne participe pas non plus au Rumble. Voilà, du coup c'est tout ce genre de petites choses. On se demande même s'ils veulent pas, la WWE ne veut pas nous troller en faisant ça, parce que c'est pas possible autrement d'insister avec Reigns, de nous l'imposer comme ce Superman là, ce super héros qui revient qui renaît de ses cendres à chaque fois, et qui veut à chaque fois, qui veulent la mettre en avant à chaque fois. Donc c'est très énervant. Bon, moi j'ai pas aimé ce moment et cette participation de Reigns. Donc à ce moment-là, on a Reigns qui arrive face à Taker. Les deux s'échangent des coups. Donc évidemment, on a un public qui est à fond derrière Taker. En attendant, tout le monde est à terre, hein. On a vraiment un duel là entre ces deux-là. On a Taker qui se prend un Superman Punch, et Roman Reigns tente un deuxième Superman Punch, mais qui est contré, et Roman Reigns se prend un Chokeslam directement. On a même Orton et Wyatt qui tentent d'arrêter le Taker, mais qui n'y arrivent pas. Et on a le Miz, successivement le Miz et Sami Zayn qui sont éliminés par Taker, coup sur coup. Il porte même un Chokeslam à Chris Jericho. On a vraiment un Taker qui est en feu là à ce moment-là. Et puis qui nous fait son étranglement, enfin son signe de mise à mort, on va dire, avec son doigt. Et malheureusement, ça aura finalement causé sa perte, puisque cette déconcentration, Roman Reigns en a profité, et il arrive derrière Taker et élimine Taker avec un clothesline. Et malheureusement, Taker est éliminé par Roman Reigns. Voilà, et évidemment il y a beaucoup de huées à ce moment-là, et Taker le prend très mal. On voit un jeu de regard là, les yeux exorbités là, il regarde fixement Roman Reigns, et à ce moment-là on peut se dire que ça prépare d'ailleurs même Christophe Edjus le disait aussi durant les commentaires, que en général quand Taker fait les gros yeux comme ça, c'est que ça va conduire probablement à un combat. Donc on peut s'attendre à un Roman Reigns contre Undertaker à WrestleMania. On a le temps de voir ça, mais je pense qu'on en prend le chemin. À ce moment-là, il ne reste plus grand monde, hein, puisqu'ils ne sont plus que 4 sur le ring: Chris Jericho, Randy Orton, Roman Reigns et Bray Wyatt. On a d'abord Chris Jericho qui était sur la 3ème corde, mais qui se fait éliminer par un Superman Punch.
du coup, et du coup ils ne sont plus que 3, mais du 2 contre 1, puisque c'est bien entendu Wyatt et Orton qui sont tous les deux face à Roman Reigns. Donc c'est le Final 3. On a ensuite un Randy Orton qui part son DDT, hein, son classique DDT de la deuxième corde sur Roman Reigns. On a ensuite Wyatt qui prend Reigns dans ses bras pour un combiné, hein, sa combinaison Wyatt de Sister Abigail avec un RKO derrière, mais Reigns contre le RKO avec 2 Superman Punch. Et sur ce, Roman Reigns arrive à capitaliser et à éliminer Bray Wyatt. Donc Bray Wyatt est éliminé et on a donc la finale entre Randy Orton et Roman Reigns. Finalement ça n'a pas duré très longtemps. On a d'abord Reigns donc avait porté un Superman Punch, mais au final Orton arrive à porter un RKO sur Reigns, et juste il enchaîne derrière avec une corde à linge et il élimine Roman Reigns, et finalement Randy Orton l'emporte. Victoire de Randy Orton, et comme je vous l'avais dit, les bookmakers donc ne s'étaient pas trompés. Il y avait une grosse cote, en tout cas une cote très faible, hein, donc ça voulait dire qu'il était hyper favori, Randy Orton, puisque il y avait beaucoup de gens de rumeurs d'une annonce d'une victoire de Bray Wyatt dans le futur Elimination Chamber, donc d'un Bray Wyatt champion, et qui dit Bray Wyatt champion dit probablement un Randy Orton vainqueur du Rumble pour affronter Wyatt au WrestleMania, et voilà, c'est ce qui a probablement causé ces cotes là, ce statut de gros favori de la part d'Orton, et finalement il n'y a pas eu de surprise, c'est bien Randy Orton qui l'a emporté. Mais voilà, si on fait le bilan, cette bataille royale, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé. Moi je l'ai pas non plus vraiment aimé. On avait pourtant un super plateau cette année, on avait énormément de gros noms, et on avait vraiment l'occasion de faire, on aurait vraiment pu faire bien mieux que ça. C'est un peu du gâchis, je trouve. On a eu quelques bons moments, mais avec Ty Dillinger, avec Gallagher, avec cette petite réunion de la Wyatt Family et Luke Harper qui nous fait en quelque sorte un face turn. Il y a eu des bons moments, mais au final, c'est ce qu'ils ont fait avec Lesnar, les 3 vieux là qui arrivent à la fin, Taker qui se fait éliminer, Roman Reigns qui arrive à la fin en 30e position, qui prend un spot encore à quelqu'un, qui vole le spot de quelqu'un, enfin la place de quelqu'un, et en plus t'as Roman Reigns qui élimine Taker et Wyatt, hein, il élimine 2 gros favoris, ce qui plaît évidemment pas au public. Donc on a vraiment l'impression qu'ils veulent faire un heel turn à Roman Reigns, hein. Mais je pense qu'il faut c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faudra vraiment faire un heel turn à Roman Reigns, parce que là c'est pas possible, on ne peut pas l'installer comme face, ça ne fonctionne pas en tant que face, donc arrêtons d'insister avec ça, avec un Roman Reigns en mode super héros, et on n'en veut plus, et le public n'en veut pas, et il l'a bien montré encore durant ce Rumble, et tout comme il l'avait montré déjà lors de la victoire de Roman Reigns en 2015. Donc je comprends pas pourquoi ils insistent comme ça, mais bon, c'est probablement le vieux Vince qui ne veut pas changer d'avis. Donc voilà, et un peu décevant cette bataille royale, un peu décevante. C'est dommage parce que globalement le pay-per-view fut bon. Il y a eu plutôt des bons matchs dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de grosses déceptions. Moi j'ai tout bien noté, hein, globalement autour de 7 sur 10. Hein. Hormis 7-8 sur 10, hormis dans les matchs du kick-off qui étaient, les matchs étaient un peu en dessous évidemment, c'est parce que c'était du kick-off, mais durant la carte principale on a eu que des bons matchs globalement, donc c'est un peu dommage que cette bataille royale qui est quand même le point, le pinacle, on va dire, le sommet de ce pay-per-view, c'est un petit peu gâché les pay-per-view. Je lui donne quand même la note de 7.
elle est même 7,5 sur 10 globalement ces pay-per-view, avec quand même des gros matchs, hein, avec un match of the year entre Cena et les J Styles. Mais au final, voilà, Cena qui prend le titre, un peu, je suis un peu déçu par ça, surtout qu'il va probablement donc le perdre face à Bray Wyatt et puis d'autres 4 autres adversaires dans l'Elimination Chamber. Donc c'est un peu dommage, c'est même presque un manque de respect pour Ric Flair de mettre à la poubelle le titre de Cena, enfin le 16e titre, qui va donc le perdre peut-être dans 2 semaines. Enfin en tout cas il y a de grandes chances maintenant que Orton a gagné le Rumble. Je n'ose croire un énième match entre Orton et Cena à WrestleMania. Je pense pas qu'ils vont nous faire ce coup là, hein, parce que les Orton Cena on en a vraiment largement bouffé, hein, ces dernières années, donc je pense pas qu'on va le faire. Et puis voilà, Bray Wyatt champion, voilà, ça serait quand même, ça aurait un impact, et puis voilà, il le mérite tellement, Bray Wyatt. Ce serait vraiment très bien qu'il gagne l'Elimination Chamber, qu'il prenne le titre. Mais bon, c'est un peu l'inconvénient de cette victoire d'Orton, c'est que du coup ça casse un peu le suspense pour l'Elimination Chamber, hein. Moi je vois pas autre chose qu'une victoire de Bray Wyatt dans 2 semaines. Voilà, je vois vraiment pas autre chose. Enfin on verra bien ce qui va se passer, mais je ne vois pas autre chose. Voilà donc pour cette review, hein, j'ai dépassé l'heure, hein, j'ai été un peu long, mais bon voilà, forcément avec cette bataille royale il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve de toute façon très bientôt. Voilà, ça sera probablement pour les pronostics de l'Elimination Chamber, donc le temps que la carte se compose, même si on a déjà 2-3 idées, mais il y a d'autres rivalités à construire. Donc on se retrouve bientôt, dans moins de 2 semaines. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker ma vidéo. Voilà, ça me ferait plaisir, et puis c'est bien d'avoir des retours. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à m'écouter et à apprécier cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bien entendu, vive le catch. Ciao!